avoir plus d'exemples de femmes dans la chose publique et que ça va apporter, entre autres, une normalisation du fait d'avoir des femmes en lieu de pouvoir. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de femmes en politique? On s'entend que nous, c'est notre mandat, c'est notre mission, c'est notre moto. Et une des choses qui revient souvent, c'est que c'est difficile d'amener des femmes à la politique. Pour une femme qu'on va avoir convaincue de faire de la politique, on va probablement en avoir 10 ou 20 qui vont dire non. Et toutes sortes de bonnes raisons, ils ont souvent cette peur-là de se lancer en politique. Mais souvent, qu'est-ce qui revient? C'est venu encore ce soir, c'est cet aspect-là de non-entourage, l'impression qu'elles sont seules, même lorsqu'elles acceptent de se lancer en politique, qu'elles sont seules pour s'organiser, qu'elles ne savent pas quels sont les modes, quelles sont les attentes, elles ont l'impression que souvent l'emphase va sur le chef, par exemple, le chef ou la chef du parti, que ce soit municipal, provincial, quoi que ce soit, et que comme candidate, elle se sent bien seule souvent dans cette campagne-là, à s'organiser, trouver des bénévoles, souvent sans expérience, sans avoir d'entourage au préalable. Lorsque ce n'est plus la première campagne, elles ont souvent développé un réseau. Mais la première campagne, c'est souvent le cas. Et c'est encore plus le cas pour les femmes de diversité. C'est quelque chose qui revient beaucoup, cette difficulté-là d'avoir d'entourage lors du lancement politique. Est-ce que, dans votre perception à vous, le fait que ça fasse 100 ans qu'on n'est toujours pas à parité, est-ce que ça pourrait être une piste de solution, qu'on accompagne vraiment les femmes, qu'on les soutienne de façon systématique lorsqu'on fait campagne, à les préparer à faire campagne comme parti, à les soutenir bien avant une campagne électorale, bien avant d'être candidate, à les soutenir dans leur développement pour devenir des candidats. Est-ce que c'est la solution pour avoir plus de femmes en politique ou ça passe par autre chose? C'est une question difficile. Bien, moi, je pense que la chose la plus difficile, c'est de sauter. C'est vraiment de sauter. Une fois que tu as sauté, en général, moi, j'ai l'impression, puis je peux me tromper quand je dis ça, mais tu as toujours ton réseau, tu as tes amis, tu as un conjoint, une conjointe, tu vas t'organiser. Moi, je vois Chantal Gagnon qui vient d'être, qui va être notre candidate dans Anjou, juillet. Écoute, elle arrive avec son mari, ses enfants, les parents, les cousins, les cousines, les meilleurs voisins du monde qui sont là aussi. Je veux dire, il y a toute une lignée de personnes qui embarquent en arrière de Chantal. Mais moi, je pense que le plus dur, c'est vraiment, pour moi, ça a été de sauter. Puis pour sauter, là, tu as besoin d'aide. Okay? Parce que, dans le fond, la politique, c'est quoi? C'est une espèce de... Là, tu es devant une falaise, là, puis on te dit de sauter. Hey, ça va être le fun. Regarde ça en bas, là, comme ils ont l'air de s'amuser. Puis l'eau a l'air très bien. Puis là, tu n'as pas envie de sauter. Tu dis, moi, pas sûr que je vais aller là. Vraiment, ça ne me tente pas tant. Non, je te dis, saute, tu vas voir, ça va être vraiment le fun. C'est pas ça du tout. Et ce saut-là, c'est lui qui est le plus difficile. Parce qu'une fois que tu as sauté, dans le fond, c'est fait. Alors, tu es rendu avec plein de personnes qui ont sauté avec toi. Tu dois développer tes relations, tu dois apprendre plein de choses. Puis pour moi, personnellement, si je n'avais pas eu, tout à l'heure j'en parlais, Monique Jérôme Forget, quand il a fallu faire le saut, je ne sais pas si j'aurais sauté. Je ne le sais pas. Puis Monique elle n'a pas été tendre avec moi. Là. Elle m'a dit, là, arrête de réfléchir, là c'est assez, là, tu y vas. J'ai dit, ouais, mais Monique, tu sais, je veux dire, j'ai 3 enfants. Puis, arrête pas ça, tes sentiments de culpabilité. Arrête de m'appeler, c'est pour me dire que tu y vas pas, là. Parce que là, il faut que tu y ailles. Puis là, elle était un peu tough avec moi, Monique. Là, j'ai dit, ouais, là, puis là, je l'appelais tout le temps, pendant une couple de jours, là, je l'appelais, je dis, écoute, Monique, qu'est-ce que. Tu sais, tu réfléchis encore, t'as pas encore pris ta. Ok, non, mais c'est juste à parler un peu de telle affaire aussi. Bon, là, tu vas arrêter, là. Parce que si tu y vas pas, c'est une erreur. Je te dis, c'est une erreur. Alors, c'est sûr qu'une personne comme ça m'a vraiment encouragée. Ça m'a vraiment donné des ailes, puis je lui serai toujours reconnaissante de ça. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés au départ, surtout, pour prendre cette décision-là. Puis après ça, mais évidemment, c'est bien de les accompagner pour trouver un réseau, ça n'en a pas. Mais à la limite, si quelqu'un va en politique et qu'il n'y a pas de réseau du tout, il va trouver ça dur, il va trouver ça long de toute façon. Moi, je pense que c'est ce coup de pouce-là dont tu as besoin. C'est des mentors, en fait, ce dont vous parlez là. Je pense que les femmes ont besoin de modèles.
en politique ou ailleurs, moi, vous dites ça, je vous parlais de ça, moi, je pensais à certains de mes étudiants qui ont fait leur doctorat avec moi, qui sont en poste maintenant dans des universités, et qui continuent de m'appeler. Oui, mais Denise, tu penses-tu que je devrais, à propos de n'importe quoi, un projet de recherche? Alors, et je joue un peu ce rôle-là, et je trouve qu'ils font ça. Il faut des mentors, dans tous les domaines. Il faut des gens, justement, pour dire, non, vas-y, t'es capable, allez, je sais que tu peux, saute, ou, tu sais, fais le pas, vas-y, hésite pas. Ça, je pense que c'est important, en fait, parce que c'est comme ça qu'on se sent pas seul aussi, je pense. J'ai le sentiment que quand on peut s'en référer à quelqu'un qui est déjà passé par là, ben c'est encourageant de voir qu'elle a réussi à traverser la rivière et elle s'est pas noyée. Elle est rendue de l'autre côté. Donc, ça doit être que c'est possible. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est important. Puis peut-être en amont de ça, je pense qu'il y a à développer chez les jeunes femmes, mais ça, je dirais peut-être aussi chez les jeunes hommes, une espèce d'intérêt pour la chose publique aussi. On a l'impression que les jeunes votent moins, on le sait, il y a des statistiques qui le démontrent, ils ont l'impression que les choses se passent ailleurs qu'en politique, sauf que malheureusement, pour eux, ben, on est en démocratie, et puis là, il faut s'en occuper de cette démocratie-là. Donc, il y a peut-être une espèce d'initiation à la chose publique, l'intérêt de s'occuper de la chose publique, puis de militantisme vraiment dans les petites choses au départ, pour comme prendre une espèce d'expérience dans ces milieux militants finalement, parce que faire de la politique, c'est militer aussi, c'est une forme de militantisme. Donc j'ai l'impression qu'il faut peut-être, je sais pas, donner la chance pour qu'il y ait de la place pour les jeunes dans les lieux politiques, en fait, dans les lieux où on fait du militantisme politique. C'est intéressant ce que vous avez dit, parce qu'une chose je ne sais pas si vous connaissez, à voix égale, un grand projet, tous les 2 ans, on fait les héritières du suffrage, où on réunit une jeune fille, Marc Comté, fédéral, au Parlement à Ottawa, entre autres, pendant une semaine, on fait plusieurs activités, dont des formations, des simulations au Parlement, etc. Et une chose qui est marquante dans ça, c'est à quel point ces jeunes femmes-là sont politisées dans un sens, donc sont intéressées à des questions de la société, donc des opinions, tout ça, mais ne sont pas partisanes bien souvent. Donc, il y a vraiment une dichotomie entre l'intérêt pour la société en général, de s'impliquer, d'avoir des idées, d'avoir des opinions, de vouloir faire avancer leurs projets de société ou leurs enjeux de société, versus la politique en tant que telle et la chose publique, c'est comme si maintenant ils développaient une autre façon de s'intéresser à la gouvernance de notre société, alors qu'on l'avait bien mentionné, c'est quand même au niveau politique que ça se passe, au niveau législatif, où on peut faire des changements. Puis une des raisons pourquoi c'est important de faire de la politique, on va peut-être réaliser plus tard pour certains, c'est que c'est le pouvoir législatif qui peut changer les choses. Par exemple, si on veut faire une différence entre l'environnement, oui, le pouvoir public, d'être vocal comme membre de la société, va avoir un impact en général sur la société, mais aussi sur les politiciens, sur les lois à venir. Ça va pousser. Mais c'est quand même au niveau législatif que les lois se font. C'est quand même au législatif où on fait avancer, par exemple, que ce soit les garderies. On s'entend que c'était une avancée pour les femmes au travail d'avoir un système de garde subventionné. Ça a fait une différence dans la vie de beaucoup de femmes. Et ainsi de suite. Donc, ce côté-là législatif, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme si on voulait un pouvoir parallèle, c'est comme si on voulait s'organiser autrement que de passer par la politique. Je pense qu'il y a beaucoup encore une fois, beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, il y a une chose qui me frappe, c'est très valable pour les femmes. On aime, de manière générale, il y a un style pour faire avancer les dossiers à l'extérieur de la politique. On veut travailler ensemble. On va mettre le monde ensemble, on va faire des équipes, on va s'assurer que tout le monde puisse participer à ça, etc. En politique, c'est vrai que tu peux t'organiser comme ça à l'intérieur d'une formation politique, mais la joute politique, elle a été
masculinisé. Je veux dire, c'est comme ça que la politique s'est développée, donc en confrontation. Donc, il faut que tu attaques l'adversaire et il faut que l'adversaire t'attaque. C'est comme ça que c'est développé, ce qui est un peu antinomique avec ce que tu veux faire, qui est un esprit de collaboration. Puis moi, personnellement, je suis tout le temps en débat dans ma tête là-dedans, parce que je me dis, moi, ce que je veux faire, dans le fond, en politique, c'est d'amener un projet qui soit rassembleur, auquel tout le monde participe, etc. Puis en même temps, tu as des formations politiques qui ne peuvent pas penser de la même manière, donc il faut que tu fasses une joute politique. Et ça, je pense que les gens... C'est vrai que les gens sont tannés de ça parce qu'ils voient toujours les mêmes affaires qui se répètent. Bon, le parti propose, t'as les autres qui critiquent, c'est ça qu'ils font. C'est un peu la même chose qui se répète. Et ça, je pense que les jeunes sont un peu tannés de regarder ça quelque part. Puis se demandent qu'est-ce qui va véritablement changer. L'autre affaire, parlons des enjeux qui touchent les gens. C'est que tu as des jeunes qui ont 15 ans, qui ne veulent pas avoir d'enfants parce que de toute façon, on est tous morts dans 40 ans. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est ça aussi qu'il faut entendre, c'est que notre planète est en train de disparaître sous nos yeux, sans qu'on en prenne réellement conscience, des enjeux sociaux importants, très intéressés par les questions sociales, l'implication des communautés autochtones, le rôle de la femme dans la société. Tous ces enjeux-là sont au premier plan. Et ils ne se reconnaissent pas dans les discours aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Quand on dit que les jeunes ne votent pas, c'est pas, moi, je ne pense pas que c'est par désintérêt. C'est parce que ce qu'il y a comme offre politique aujourd'hui, ben, ils disent, ben, là, ça va être pareil au même, etc. Mais le danger, c'est Trump. C'est ça le danger. Il a demandé, tu votes pas, ben, après ça, tu finis avec Trump. On n'est pas mieux servi, là. On n'est pas plus avancé que ça. Alors, il faut aussi que... il y a ce discours-là, mais c'est honnêtement pas facile de percer la bulle. Puis il faut se rappeler aussi une dernière chose, c'est que les médias aussi sont habitués à une manière de fonctionner. Tu sais, mon dit tout, la clip de 4 secondes, la clip de 5 secondes. Moi, j'ai une journée de 24 heures. Vous demandez la clip de 4 secondes que je vais dire à l'Assemblée nationale au Salon 2 quand je vais dire, Monsieur le Président, telle chose. C'est ça que vous allez retenir, c'est ça que vous allez mettre dans votre topo. Ben le fun, mais c'est pas moi, c'est à temps plein, là. C'est pas cette personne que je suis à temps plein. Comment tu fais pour briser cette barrière-là puis aller rejoindre la population? C'est un moyen défi. C'est un moyen défi. Dans mon livre, je parle, à la fin, dans le dernier chapitre, je parle plus de la période contemporaine. Puis une des questions que je pose, c'est est-ce que les femmes ont réussi à changer la politique ou est-ce que c'est la politique qui a changé les femmes? Voulant dire, est-ce que finalement, même si on a plus de femmes en politique, est-ce que la politique se fait différemment? Puis en fait, c'est ça, la lutte partisane, elle est toujours très présente. Par contre, je dirais qu'il y a eu certains moments de grâce à l'Assemblée nationale du Québec dans les 30 dernières années, où les femmes de tous les partis politiques se sont unies, souvent par en arrière, mais elles ont fait alliance pour faire adopter certaines lois. Et ça, je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter, il faut le pousser, il faut le mettre de l'avant, parce que je pense qu'à chaque fois, ça réconcilie un peu la population, justement, avec la politique. Parce que là, on voit bien, on l'a vu récemment, même sur la question de la violence conjugale et tout ça. Là. Donc, il y a eu là un effort concerté des femmes de différents partis qui se sont mis ensemble en disant, voilà, on y va, ça nous prend une loi, on va la faire. Puis bon, là, on collabore. On n'est pas des ennemis, là. On est des collaboratrices dans un projet qui nous tient toutes à cœur. Et ça, je pense, c'est le genre de réalisation que les femmes en politique ou les partis politiques, en tout cas, auraient intérêt à mousser. Il faudrait en parler plus souvent de ces moments de grâce. Moi, j'appelle ça des moments de grâce. C'est arrivé plus qu'une fois dans les 30 dernières années et je pense qu'il faudrait en parler plus. Mais en même temps, ça c'est vrai, c'est très vrai. Mais en même temps, tu ne te fais pas élire quand tu collabores puis qu'il y a des moments de grâce. Que je suis tout à fait d'accord. Tu ne te fais pas élire comme ça. Là. C'est ça la dichotomie. Elle est là, la difficulté là-dedans, c'est de dire c'est bien le fun, tout le monde devrait travailler ensemble. OK, est-ce que vous allez voter pour moi après? Ou bien vous allez dire, ah ben non, mais collabore, ça va bien aller. Là. Ouais. Alors, il y a cet équilibre-là c'est pour ça que c'est un moyen défi. Oui. En fait, c'est le fonctionnement même de nos démocraties qu'il faudrait changer pour que ce fonctionnement démocratique privilégie ce genre d'action-là qui rend service à tout le monde. Mais ça, quand les biais disparaîtront,
quand les gens diront « Hey, une personne qui a réussi à faire collaborer tout ce monde-là ensemble, hey, ça c'est du leadership. » Mais c'est pas perçu comme tel. Tout à fait. Alors, t'es comme dans un entre-deux là-dedans. Ouais. Et c'est là toute la difficulté de l'équilibre. L'autre difficulté aussi, c'est quand on a été militant puis qu'on devient politicien. Et là, on nous reproche de sacrifier nos idéaux. Je pense à Stephen Guilbeault, notamment, qui a déjà été, bon, vous voyez, à Équiterre et tout ça. Là, il est rendu ministre. Et puis, je sais que dans les milieux écologistes, on l'a accusé d'être allé en politique. Alors que lui, sa position que je respecte, moi en tout cas, c'est de dire, ben là, je veux faire une différence, puis c'est en allant à l'intérieur qu'on peut faire une différence. Mais il se fait accuser de, je sais pas, d'avoir sacrifié à ce qu'il a fait. C'est ça, juste que j'avais des intéressant parce que c'est vrai que, surtout des personnes comme nous, on parle de candidats, des gens qui sont bien connus dans la société, dans certains milieux, que l'impression qu'ils ont perverti leur mission, qu'ils ont vendu leur âme au diable pour s'en aller en politique, etc. Donc, on entend, mais effectivement, on a choisi l'action partisane, l'action à l'intérieur d'un parti pour dire moi, je veux aller à l'endroit où la législation se fait pour pouvoir faire avancer mes dossiers. Ça, c'est très simple. Puis je pense qu'il y a peut-être, dans l'année, vous êtes une historienne qui s'est penchée aussi sur l'éducation des enfants. Je pense que l'éducation politique, peut-être que ça sera une piste de solution que pas juste éduquer à la politique dans le sens où il faut prendre une décision quand on a 18 ans pour voter, donc c'est un devoir citoyen. Mais en amont, ils n'ont pas appris c'est quoi la législation, à quoi ça sert un parlementaire, c'est quoi la vie d'un parlementaire, parce que c'est loin d'être la clip il y a 4 minutes. 4 secondes. 4 secondes. 4 secondes. C'est très loin d'être la clip où justement la phrase punchée qui va passer dans les médias, parce que c'est ça aujourd'hui, les médias c'est pas long, c'est en boucle, c'est tout le temps la même chose. C'est tellement plus être un législateur, c'est tellement plus faire de la politique. C'est même pas la forme de l'iceberg, qu'est-ce qu'on entend, ou la période de questions, ce n'est qu'une petite infime partie du travail de parlementaire. Et ça, une méconnaissance profonde de ce que fait un législateur à tous les niveaux, municipal, provincial, territorial, fédéral. Une très grande méconnaissance de ce que fait un législateur, quel est son rôle, législateur, et quel est son rôle, et pourquoi c'est si important dans nos sociétés. Et puis, je pense que d'avoir des exemples, d'avoir des conversations, d'avoir des femmes, principalement, qui prennent le devant de la scène, qui, je pense, normalisent d'être en situation de pouvoir, qui normalisent de, peut-être des fois d'être un petit peu moins gentil, mais de demander, d'exiger des réponses. C'est important aussi parce que le carcan de femmes fines puis gentilles, il faut donc être compréhensible, il faut le briser aussi. Parce que c'est pas vrai qu'on fait avancer tous les dossiers, c'est pas vrai qu'on fait des révolutions toujours en étant gentil. Mais oui, c'est pas parce qu'on a des idées différentes qu'on n'est pas capable de s'entendre et de travailler ensemble comme parlementaires. Le meilleur exemple, vous l'avez mentionné, il y a eu plusieurs projets, même si je ne me trompe pas, c'est le CEP des femmes parlementaires. Oui, à Québec. Qui entre autres il avait voté entrée en préalable pour la modification des horaires au niveau de l'Assemblée. Auparavant, on pouvait siéger pendant 24 heures jusqu'à combien notre projet de loi. Et ça a été des avancées. Encore beaucoup d'avancées à faire, tant pour les femmes que pour les hommes, de rendre la vie parlementaire plus aménageable entre la vie de famille, la vie personnelle et la vie parlementaire, mais aussi d'avoir des structures pour les accueillir. Il n'y a pas encore de garderie à l'Assemblée pour les parlementaires. Il n'y a pas de congé maternité, il n'y a pas de congé maladie. C'est des décisions qui se prennent dans les caucus, mais ça n'existe pas dans sont des parlementaires élus municipaux. Maintenant, les femmes municipales peuvent prendre un petit congé maternité, c'est une évolution. Donc, il y a encore, on se dit, prends pour acquis ces choses-là comme citoyens, les parlementaires nous ont fait ces congés-là. Ça aussi, ça vient jouer, je pense, dans l'engagement. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis on va terminer cette question-là. Après ça, je vais vous laisser peut-être passer votre message personnel sur comment vous vivez, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire par rapport à ce dont on s'est parlé ce soir.
Mais c'est sûr que tous les changements qui permettent aux gens d'avoir une meilleure conciliation famille-travail, c'est sûr que ça aide. Là. Ça peut pas nuire, ça va dans, ce sens, dans le sens de la modernité. Alors, tout ce qu'on peut faire comme geste à poser, c'est une bonne chose. Puis comme tu as des parlementaires, hommes comme femmes, qui ont des enfants, qui vivent des réalités, que vivent les familles québécoises typiques au Québec, moi, je pense que c'est sûr que ça aide. Peut-être que le message, moi, que j'ai davantage dans le passé, c'est à chaque personne, là, peu importe, il y en a peut-être ici qui ont envie de faire de la politique, il y en a peut-être que ça intéresse moins, mais qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas décider d'aller en politique? Qu'est-ce qui fait en sorte que... C'est ça que tu dois d'abord et avant tout écouter. Tu y vas pourquoi? Puis moi, si je me lève chaque matin pour aller faire de la politique, puis je me dis, je m'en vais à l'Assemblée nationale, je m'en vais rencontrer des gens, je m'en viens ici ce soir, c'est parce que je me dis qu'on est dans une société où on est capable de faire en sorte que chaque personne puisse atteindre son plein potentiel. Puis tous les jours, je me lève et je me dis, si je suis capable de faire la différence dans un petit enfant, un petit garçon qui est là puis qui attend un autre petit frère qui est dans le ventre de sa maman, puis on est capable de s'assurer que ce petit garçon-là qu'on regarde, là, il est capable d'avoir tout le potentiel, peu importe le milieu duquel il vient, peu importe la ville dans laquelle il est, peu importe le milieu familial qu'il a. Mais c'est ça l'ultime but d'un État, c'est de permettre à chacun d'atteindre son plein potentiel. Puis c'est sûr que je vais finir sur un projet de société parce que au Québec, ça fait longtemps qu'on n'a pas véritablement eu de grands projets de société où les gens, on se regarde tous là ensemble puis on se dit, y a-t-il une chose qu'on peut accomplir ensemble? Et s'il y a un enjeu qui fait l'unanimité sur la planète au complet, c'est l'enjeu des changements climatiques. Et au Québec, on est capable de s'unir et de se dire, OK, notre enjeu, c'est celui-là. C'est un enjeu qui est planétaire, puis on est capable d'avoir une réponse québécoise à cet enjeu-là. Puis moi, c'est pour ça que cette semaine, j'ai avancé avec ma formation politique. On avait dit un projet de société qui s'appelle ECO. On n'est pas obligé de se dire, il y a l'environnement, puis il y a l'économie, puis il y a plein d'affaires. Non, il y a un seul objectif, c'est notre écologie qu'il faut protéger, puis il faut que l'économie vienne au service des gens, puis de l'écologie. Et on est capable de créer une richesse collective, puis chacun est capable de se dire, moi, je vais contribuer à ça de cette manière-là. Moi, ma contribution, ça va être à la maison, dans la manière dont je vais gérer toute mon énergie à la maison. L'énergie, là, je parle d'électricité réelle, je parle de la manière dont c'est chauffé, etc. Moi, ma contribution, ça va être de créer une entreprise qui va vraiment répondre aux enjeux climatiques. Moi, ma contribution, ça va être de protéger davantage l'eau puis de travailler à faire de la recherche là-dessus. Chacun peut contribuer à ça. Mais on a besoin d'avoir quelque chose qui nous rassemble parce que, en plus, on vient de passer à travers une période extrêmement difficile qui est la COVID. Puis il nous a bien dit une chose, là, c'est ensemble qu'on va y arriver, c'est ensemble qu'on va passer à travers ça. Puis si, comme Québécois, on est capable d'atteindre cet objectif-là, bien, on devient aussi un phare pour le reste du monde. Puis les gens peuvent dire, hey, les autres au Québec, ils l'ont l'affaire. Ils ont vraiment compris comment y arriver. Puis influencer le reste de la planète, moi, c'est à ça que j'aspire. Puis c'est pour ça que je fais de la politique au quotidien. Merci. Je vous laisse conclure également. Ensuite, on va passer à la petite période de questions. Lise, je vous laisse aller. Je ne sais pas si j'ai un message en fait à passer, mais il y a peut-être le fait que, bon, on a dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure que c'était étonnant à quel point les gens ne connaissaient pas c'était quoi vraiment le travail d'un parlementaire et qu'il faudrait que les gens le sachent, l'apprennent et qu'ils le voient. Moi, j'aurais envie de dire qu'il faudrait aussi que les gens s'intéressent peut-être un petit peu plus à l'histoire et constater à quel point, finalement, il y a des luttes, il y a des choses qu'on a arrachées de haute lutte. Et le droit de vote, c'en est un. Autant pour les hommes, d'ailleurs, que pour les femmes. Et je trouve qu'on est en train, dans notre société actuellement, dans la jeune génération, on est en train de laisser aller ça un peu facilement. C'est sûr que la démocratie, c'est peut-être pas le système politique idéal, mais à mon sens, en tout cas, c'est le meilleur des systèmes dans ceux qu'on connaît présentement. Donc, je pense que c'est un système qui vaut quand même la peine d'être préservé malgré tous ses défauts et quitte à travailler pour, bon, voilà, l'améliorer. Mais je pense que de savoir, de comprendre les luttes des gens peut peut-être inspirer dans le présent et dire, ben oui, voilà, il y a des gens qui se sont battus pour ça, j'ai envie de préserver ce que j'ai. Voilà. Merci de votre générosité. Comme on avait annoncé, on va prendre quelques questions. Yann va nous aider avec des questions sur Zoom. Donc, les gens qui sont actuellement sur Zoom peuvent envoyer
envoyer des questions via la micro-messagerie. Et puis, pendant qu'on va prendre quelques questions là, de la micro-messagerie, on va également donner la chance à celles qui sont déplacées, qui nous accompagnent ce soir, de poser des questions. Donc, si vous avez une petite question à poser, on a une première volontaire. Donc, je vais m'approcher pour que vous puissiez poser votre question. Donc, madame. Évelyne Henry. J'aurais une question de madame Henry. Parce qu'on parlait comment encourager les gens à faire plus de politique. Est-ce que la représentation proportionnelle, ce ne serait pas une façon, parce que, bon, on vote pour un parti, pour une idée, la personne ne passe pas, puis tout va, ça tombe à l'eau, alors c'est peut-être pour ça que les gens se découragent d'aller voter, ça donne quoi? Bon, quelles sont les chances que mon parti va rentrer? Ça vaut-tu la peine que j'aille? Moi, j'aimerais savoir votre opinion sur la représentation proportionnelle. Bon, tu sais, la personne, le gagnant gagne avec 100 votes. Mais ça veut dire que 90% des autres qui ont voté pour lui, c'était tout ça qui est Donc, est-ce que la proportionnelle est une solution à des engagements? Deux choses. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en faveur d'un changement dans notre système électoral pour favoriser justement la proportionnelle. Puis il y a du bon dans la proportionnelle. Il y a des éléments qui sont positifs. La seule chose que je vous dirais, c'est que le phénomène de jeunes qui ne votent pas, ce n'est pas propre au Québec. Puis même les sociétés qui ont la proportionnelle, ils ont des enjeux. Alors, je ne sais pas si c'est ça la solution, parce que si c'était la solution, je me dirais, ben, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, dans les sociétés où ils ont des listes, où ils ont des proportionnels, notamment en Europe, ils ont plusieurs modèles en Europe, on verrait vraiment une participation plus grande. Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, est-ce que je pense que ça peut aider un système qui soit meilleur d'un point de vue démocratique? Oui, je pense que ça peut aider. Est-ce que je pense que c'est la solution? Je n'ai pas l'impression que ce soit la solution. Je pense que ça peut aider, mais je ne pense pas que ce soit la solution. Et peut-être que c'est un ensemble de solutions qu'il faut mettre de l'avant. Puis on voit à la volonté des partis politiques d'aller dans ce sens-là n'est pas très grande. Je veux dire, le gouvernement au fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau l'avait promis, il ne l'a pas fait. Le gouvernement Legault l'avait promis, il ne l'a pas fait. Il faut une véritable volonté politique pour le faire. Je ne la sens pas présentement. Puis je ne la sens pas non plus dans la population. Là, je ne la sens pas, tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent et qui disent « Moi, là, la fête, je vais me faire voter l'année prochaine, c'est vraiment où ça va être la santé, où ça va être l'éducation, où ça va être un projet de société, où ça va être l'environnement. » Les gens, avant de dire qu'ils vont voter pour un système qui va changer, ils vont dire « Ben moi, je vais voter pour des causes qui m'interpellent. » Donc, c'est pour ça aussi que la volonté politique est peut-être moins au rendez-vous par rapport à ça. Oui, c'est désavantageux. Quelque part, c'est avantageux quand on a le pouvoir, mais quand on a le pouvoir, la proportionnelle est un risque. On se dit, c'est quand même un risque de dire, OK, peut-être que le résultat, si on regarde le pourcentage de vote, par exemple, à la dernière élection fédérale, peut-être qu'on aurait eu un gouvernement complètement différent. La réponse du gouvernement, ça veut dire, pourquoi ça serait pas avantageux pour moi, parce qu'on est élu, on a des dossiers à réaliser, c'est pas nécessairement une ambition politique, mais on a des dossiers à réaliser. Pour les réaliser, il faut être encore là. Et là, c'est tout ça, ce tiraillement-là entre est-ce que ça serait mieux, mais en même temps, est-ce que ça me défavoriserait, ou ça défavoriserait le fait d'élire plus de femmes ou moins de femmes? Est-ce que ça serait vraiment la solution? C'est une question très intéressante, parce qu'il y a des conversations sur les proportionnels mixtes. Il y a beaucoup, en ce moment, de conversations là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est la solution, comme vous dites, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la solution non plus. Donc, on est encore dans la conversation. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'on a des questions sur le Zoom, Iman? On en a juste une. Parfait. Je vais passer à la question Zoom, puis ensuite, je vais aller avec vous. Non, mais je pense que je ne sais pas encore. Oui. Alors, la question, c'est quels sont les exemples de mesures que l'Assemblée nationale pourrait prendre pour rendre l'Assemblée plus inclusive pour les femmes, mais aussi pour les personnes discriminées?
En fait, très concrètement, il y a un projet de loi d'ailleurs que mes deux collègues, Marc-Henri et Isabelle Melançon, ont déposé. Jennifer McCarron aussi qui est impliquée, c'est de dire, d'encourager la parité. Puis la parité, quand elle n'est pas atteinte, de toucher ce qui fait mal à des partis politiques, c'est quand même le financement. De dire, ben, si tu n'atteins pas tes objectifs, il y a une conséquence financière associée à ça. Donc, pour vraiment qu'on se dote de mécanismes qui fassent en sorte qu'on encourage davantage de femmes. Donc, ici, c'est un peu le bâton. Hein? On parle beaucoup de la carotte, mais c'est un peu le bâton dans ce cas-ci. Ça, c'est un mécanisme qui est très concret, qui peut être mis en place par l'adoption d'une loi. La même chose dans le contraire où on favorise plus la représentation féminine, plus de femmes élues dans une partie ou dans une formation meilleure, il y a une codification au financement, par exemple, public, donc une motivation. La carotte, la plus carotte, donc c'est des discussions dans tout organisme public, de même tout privé, l'objectif ultime, c'est quoi? C'est d'être représentatif de la population que tu desserres. Alors, il faut qu'il y ait une diversité qui représente les hommes, les femmes, une minorité visible, toutes les questions d'identité sexuelle, etc. Les gens doivent se sentir représentés par les gens qui les gouvernent. Donc, ça devrait être le principe qui nous anime. Puis après ça, comment est-ce que tu le fais atterrir? C'est ce bâton-là que tu as besoin quelque part d'avoir, je pense. Donc, il y a deux autres questions en salle. Je vais y aller avec Mme Trois ou deux. Mme Delors, je tiens en premier, donc ça va être l'autre. Ça va être l'autre. Oui, alors ma question est avec un commentaire, c'est-à-dire qu'on a parlé du changement climatique. Les jeunes se sont déplacés avec moi, avec plusieurs personnes qui voulaient vraiment soulever l'enjeu des changements climatiques. Alors, moi, mon projet de société, parce que je travaille en environnement présentement, ce serait justement de développer quelque chose avec les élus. Mais on se sent pas vraiment. Alors, qu'est-ce que vous, au gouvernement, vous proposeriez? Comment on pourrait entendre ou donner plus de place aux jeunes lorsque justement ils se déplacent comme ça pour manifester parce que ces jeunes ont besoin d'être entendus si justement on veut les politiser et les inclure dans la société? Ben, pour moi, là, c'est de présenter une plateforme qui représente ça. Pour moi, c'est de dire, il va falloir que les gens décident d'aller voter pour des partis si ça les intéresse. Mais fondamentalement, cet enjeu des changements climatiques devrait être au sommet de nos priorités. Puis, de faire en sorte que tout le monde puisse participer. Mais je pense qu'il y a une conversation à avoir. Puis là, je pense que ça veut dire que les prochaines élections sont le 3 octobre. Là, le 4 octobre au matin, on dit, OK, toute la société doit participer. La question des changements climatiques, quand on en parlait, c'est intéressant, on parlait de ce qui se passait. Je pense que c'était c'était pas mal à Madagascar. Oui, en fait, oui, c'est la première famine qui reliait au climat à Madagascar. Madagascar, c'est bien ça. Alors, quand on va penser au prisme des changements climatiques, les changements climatiques, ce n'est pas une histoire d'environnement, c'est une histoire d'immigration. Ce sont des réfugiés climatiques qu'on va avoir de plus en plus. C'est une histoire de santé, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de ressources naturelles, c'est une histoire d'économie. Tous les pans de la société sont touchés par ça. Tous les pans de la société. Tant et aussi longtemps qu'on va voir la question du changement climatique comme étant la responsabilité d'un individu sur un ensemble de 28 ministres qui a la responsabilité de conduire le changement climatique, on n'a rien compris. On n'a rien compris à l'enjeu auquel on fait face. Et ça, ben, ça prend que tout le monde qu'on se mette tous ensemble et qu'on dise, OK, moi, dans mon groupe communautaire de Montréal-Nord, voici ce que je vais faire, puis comment je vais contribuer à quelque chose qui est plus grand que moi et qui me dépasse. C'est comme ça qu'on va y arriver. On n'y arrivera pas autrement. Je parlais de Madagascar, mais il y a la Colombie-Britannique qui vit en ce moment. Alors, je peux vous parler de nos concitoyens de la Colombie-Britannique également, en effet. Oui, allez-y. Alors, bonsoir, merci. Ça va pour le son? Moi, je vais avoir une question qui va être pour vous deux. On a besoin d'un tandem. Quant à ma question, vous avez parlé tantôt, Mme Anglade, de l'importance de l'environnement. On vient d'entendre les coups tantôt. Effectivement, mais les défis auxquels on est confronté en ce moment sont multiples et nombreux. Et un des plus grands défis dont on parle moins, mais je pense qu'il est également la source
beaucoup de nos préoccupations ou aussi de nos anticipations futures, c'est l'éducation. Et moi, un des tristes constats que je fais, et je vois pas beaucoup de solutions lancées ou de projets, c'est la question du décrochage scolaire. Dans les régions, on a beaucoup de régions encore où le décrochage scolaire est à peu près à 50%. C'est immense, c'est d'une tristesse absolue. Et ça a un impact. Tantôt, vous avez parlé des défis de santé, et effectivement, l'écologie, l'environnement. Alors, on va avoir besoin de l'implication de tous et chacun. Et on a des cerveaux, puis beaucoup de ces décrocheurs-là, c'est pas des jeunes qui n'ont pas de talent, mais je ne sais pas, ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas de passion. Alors, qu'est-ce que vous entrevoyez, vous, les deux, ensemble, comme on dit, le monde scolaire et le monde politique, une façon de travailler ensemble pour toucher ça? Parce qu'en plus, ça va devenir un défi de compétitivité, parce qu'on regarde la Chine, l'Inde, ils sortent des diplômés universitaires à coût de millions. Ici, nous, une grande partie de nos enfants, de notre population, 50% qui finissent même pas leur secondaire, quelle société on va avoir pour se préparer pour l'avenir? C'est un enjeu, l'enjeu de l'éducation, c'est un enjeu qui a toujours été très complexe. Et au Québec, il faut dire qu'on part de très loin, là, parce qu'on a été une des dernières provinces, sinon la dernière province canadienne à rendre l'école obligatoire jusqu'à 14 ans. C'était en 1943, donc vous voyez, c'est pas si loin derrière. C'est un enjeu qui est encore lié en partie à la question des stéréotypes sexuels, hein, parce qu'on sait que c'est les garçons qui décrochent davantage que les filles, parce que l'école ici est beaucoup associée aux filles. On a le sentiment que l'école, c'est féminin, et donc dans certains milieux, pas tous les milieux, mais dans les milieux, particulièrement les milieux plus pauvres, défavorisés, on associe davantage l'école aux filles, et les garçons ont tendance à vouloir fuir l'école parce que ça devient une façon d'exprimer leur masculinité que de fuir l'école. Ce qu'on sait aussi, les études le montrent, qu'il y a une relation presque automatique entre les conditions économiques et le décrochage. Alors là, on est en plein boom économique, presque, là, parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, en tout cas. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de décrochage parce qu'il va y avoir des emplois non qualifiés à combler et les jeunes garçons, les jeunes hommes de certains milieux socio-économiques défavorisés vont vouloir aller là, vont vouloir aller travailler parce que ça va leur apparaître comme étant plus séduisant que de rester sur les bancs d'école. Donc, c'est pas un problème simple, c'est un problème, à mon avis, qu'il faut attaquer à différents niveaux, de différentes façons, simultanément. Il faut d'abord déconstruire cette idée que l'école, c'est féminin. Ça, c'est absolument majeur. Il faudrait que davantage d'hommes enseignent, soit des enseignants. Ça serait une autre solution, mais c'est pas toute la solution, mais ça pourrait faire partie de la solution. C'est sûr qu'il faudrait une volonté politique beaucoup plus forte pour soutenir l'école, mais je pense qu'au départ, le facteur majeur pour moi, ça reste la famille. Ça reste le milieu familial parce que c'est là que se forgent les conceptions et préconceptions par rapport à l'école. C'est là où on peut aussi donner aux enfants l'espace qu'il faut pour étudier ou pas. Et donc, les conditions économiques des familles, pour moi, c'est primordial dans ce schéma-là. Il faudrait que les familles aient chacune un niveau de vie suffisant pour pouvoir offrir aux enfants un espace pour étudier, pour offrir aux enfants aussi un modèle où l'éducation est valorisée. Parce que quand dans le milieu familial, l'éducation n'est pas valorisée, on ne peut pas après demander aux enfants de vouloir rester à l'école. Les enfants sont en premier lieu influencés par ce qui se passe autour d'eux, par leur famille. Donc, je pense qu'on est devant un énorme problème. C'est un problème très réel que vous soulevez là, mais moi, j'ai l'impression que ça va prendre une multitude de solutions qui vont venir de plusieurs directions, finalement.
Ben, j'ai été élevée par 2 profs. Alors, Ça aide. c'est une question qui me rejoint beaucoup quand même. Moi, je pense que d'abord et avant tout, ça prend une volonté politique. Parce que c'est pas. La triste réalité à laquelle on fait face, sondage après sondage, c'est que la priorité des gens, c'est pas vraiment l'éducation. C'est un enjeu. C'est un enjeu réel, que ce ne soit pas une si grande priorité par rapport à la santé, par rapport à l'économie, par rapport à l'environnement, par rapport à toutes sortes d'autres choses, ben, que l'éducation ne soit pas si prioritaire que ça. Donc, ça ne peut pas, comme on va dire en anglais, le ballot question, c'est rarement cette question-là. Et c'est ça qui fait en sorte aussi que notre système public est trop souvent laissé à lui-même. Alors, ce que ça prend, c'est quelqu'un qui y croit vraiment. Quelqu'un qui va dire, de dire, nous, là, on regarde ce qui marche pour lutter contre le décrochage scolaire, les programmes, il y a plein de programmes qui font ça. On voit les écoles qui se démarquent davantage dans le système public, sont celles qui offrent différents programmes. On a presque un système à différentes vitesses, 3 vitesses au Québec, mais comment être capable d'amoindrir ces différences-là et d'offrir une chance à tout le monde, c'est le meilleur moyen d'avoir une mobilité sociale. C'est le meilleur moyen, c'est le système d'éducation. Alors, je pense qu'il y a des éléments qu'on peut mettre en place. On y réfléchit d'ailleurs, nous, présentement, par rapport à ça. Mais si la personne, là, si tu n'as pas un premier ministre ou une première ministre qui a ça à cœur, là, ça va aller nulle part. Puis, c'est parce que tu ne peux pas, comme premier ministre, comme première ministre, ne pas avoir à cœur la santé parce que les gens vont te le rappeler tous les jours de ta vie. Okay? Donc, contrairement à l'éducation, alors il faut vraiment que tu le portes, que tu dis, je vais trouver les meilleures personnes pour aller travailler là-dedans, les meilleures personnes qui s'intéressent à ça pour faire atterrir quelque chose qui a du bon sens en matière d'éducation. Je pense que c'est le moyen d'y parvenir. Puis évidemment, là, le soutien pour nos petits, souvent celui qui va décrocher, c'est celui qui réussissait moins aussi à la fin du primaire. Quand tu as un tiers des enfants qui rentrent au secondaire, qui ne savent pas lire, pas écrire, ou un des deux, ben c'est déjà là source de grands soucis. Première année, deuxième année, maternelle, ces années-là sont critiques. Alors, c'est là que tu dois faire des investissements, c'est sûr. C'est sûr. J'ai une petite dernière. Oui, je vois que j'ai toujours en ex-conseillère municipale à Laval et comme conseillère, comme politicienne municipale, j'avais la chance de pouvoir dormir tous les jours à la maison. Le provincial, le fédéral, c'est une autre réalité. Mme Lacarjon vous avez mentionné que les femmes parlementaires avaient fait changer le fonctionnement des débats. Là, avec la dernière année et demie, au début de la pandémie, elle avait changé de façon de faire. Est-ce qu'on peut envisager qu'enfin le télétravail soit une plus grande partie du travail des politiciens provinciaux et fédéraux pour réduire les déplacements du point GES et aussi pour faciliter la conciliation travail-famille? Ben déjà au Québec, contrairement au fédéral, au Québec, on siège 3 jours semaine. Donc déjà, on ne siège pas 5 jours semaine. Et on siège 3 jours semaine, 26 semaines sur 52. Okay? Donc ça fait quand même ça. Et on ne fait plus là, ces histoires de dormir à 5 heures du matin, là, puis de se réveiller à 6 heures pour aller siéger encore. Ça arrive rarement. Puis il y a des baillons, on le fait, mais c'est quand même rare. Fait qu'à toute fin pratique, il y a des changements quand même qui ont été apportés. Est-ce qu'on peut faire plus de télétravail? La pandémie nous a montré qu'il y a des choses qu'on pouvait faire à distance. La pandémie nous a aussi montré les limites de ce travail à distance. Donc, je pense qu'il y a des améliorations qui peuvent être apportées. Parfois, je pense, on garde plein de monde à l'Assemblée nationale pour faire certains votes. C'est pas nécessaire, on n'a pas besoin d'avoir tout ce monde-là. Alors, je pense qu'il y a une meilleure adéquation qui peut être faite pour soutenir le télétravail. C'est d'autant plus important, je pense, au niveau fédéral, parce que au niveau fédéral, là, quand tu habites à Vancouver, c'est une petite famille qui est jeune, là, tu dois te retrouver à Ottawa 5 jours semaine. Moi, je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment dire. Je ne vois pas comment physiquement. J'imagine que tu déménages ta famille à Ottawa et que tu vas représenter ton comté quand tu es capable d'y retourner. Parce que sinon, tu ne vois littéralement jamais ta famille. Donc, Ottawa, pour ça, le fédéral, peut-être qu'il y aurait des modifications encore plus grandes à apporter. Et moi, je suis toujours ouverte à voir quelles sont les nouvelles propositions que l'on peut amener.
Puis toujours se rappeler que les gens, des députés qui ont souvent des familles, des enfants, qui habitent en Abitibi-Témiscamingue, qui habitent en Gaspésie, qui peuvent se rendre à Québec, qu'est-ce qu'on est capable de faire collectivement pour faciliter leur qualité de vie, puis s'assurer qu'ils puissent voir leurs enfants. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on est encore capable d'améliorer. Je pense que la pandémie, c'est un de ces moments historiques, en fait, qui va peut-être effectivement laisser des traces dans des domaines auxquels on ne se serait pas attendu. Et je pense que la question du télétravail ou de siéger, l'idée de siéger à distance dans les parlements, ça sera peut-être un héritage de cette pandémie. Mais je pense qu'effectivement, sûrement un moyen de reviser les façons de faire, puis de voir où est-ce qu'on peut gagner finalement du temps, où est-ce qu'on peut aménager davantage pour aider finalement les gens, surtout les pères et les mères de famille. Puis le vote électronique, il y a des choses qui peuvent se faire, c'est pas obligé. Moi, je me dis, chaque fois que je vais me lever dans l'Assemblée nationale pour voter puis me rasseoir, c'est quand même quelque chose, c'est bien, c'est un privilège, mais il y a quelque chose de modernisé là. Merci, c'était vraiment intéressant, passionnant. On en avait pris encore des heures et des heures, malheureusement, ça serait bien une soirée comme celle-là. Donc, j'aimerais remercier tous nos invités de leur générosité, mais faire quelques remerciements spécifiques pour le comité, notre comité à nous, qui s'est dévoué corps et âme depuis des semaines pour avancer cet événement-là. Donc, j'aimerais remercier personnellement Caroline Savet, à Sophie Saint-Gilles, Gabrielle Potvin, Julie Demers, évidemment votre serviteur ici même, qui a travaillé aussi avec eux. J'aimerais remercier la production pour la technologie ce soir, puis le live streaming. Merci beaucoup à toute l'équipe. Et également mentionner que cet événement-là est tenu en partie grâce au financement et au soutien financier de l'Héritage Canada, soutien et de la logistique avec Avoir Égal National. Donc, nous avons un représentant ici. Donc, merci tout le monde. J'aimerais surtout vous remercier, vous, nos deux invités qui avaient si généreusement, même un petit peu plus longtemps que prévu, partagé à brûle pour point des questions, vos opinions, vraiment honnêtement, avec candeur, avec franchise. Un grand merci. J'aimerais que, si tu veux t'approcher, Gabrielle, j'aimerais pour tous les deux vous remettre un petit bouquet parce que vraiment, on va apprécier votre présence. Merci. Pour ceux à la maison, le live streaming va terminer dans quelques secondes. On vous rappelle que ceux préinscrits et qui étaient sur la liste, donc vous assurez qu'à votre que vous étiez sur la liste. Il y aura un tirage, entre autres, du livre de Mme Anglade, donc de 5 copies à tirer, et quelques copies sont réservées pour l'ensemble, et quelques copies qui sont réservées pour les gens à la maison. On vous remercie infiniment. On remercie également toutes ceux et celles qui se sont présentés en personne aujourd'hui. Ça fait du bien de faire du présentiel, même si on accepte d'être moins nombreux. Je pense qu'on y a réussi ce soir. Et puis, on vous remercie à tous et chacun de vous être déplacés. Encore une fois, d'avoir donné une soirée. Madame Anglade, un grand merci pour votre présence, votre générosité. Madame Baillargeon, encore merci pour avoir partagé avec nous. Merci tout le monde et bonne soirée. Donc, on peut rester réseauté ici dans la salle encore un petit peu si vous voulez discuter, etc. Il y a encore des petites collations à sustenter avant de partir. Vous êtes bien libre, donc vous êtes bien à l'aise. Mais maintenant, c'est quartier libre. Merci beaucoup pour les fleurs, c'est très Ah, ça fait plaisir. On vous laisse.